Le golem vert, chapitre 6. Oberizé avait dormi presque jusqu'à midi. Néanmoins, lorsqu'il ouvrit les yeux, il éprouva dans tous ses membres une lourdeur de plomb. Le désir de savoir ce qui était écrit sur le rouleau qui lui était tombé sur le visage pendant la nuit, et d'où il pouvait bien venir, l'avait poursuivi pendant toute la durée de son sommeil. Comme ce pénible sentiment d'attente qui fait fuir le repos lorsqu'on a décidé, avant de s'endormir, qu'on devrait aller ponctuellement à une certaine heure. Il se leva, examina les parois de l'alcôve dans lequel se trouvait son lit, et trouvait bientôt facilement dans sa boiserie le tiroir rabattable dans lequel visiblement avait dû se trouver le rouleau. À part les lunettes cassées et quelques plumes d'oie, il était complètement vide, et en juger par les taches d'encre, avait dû être utilisé comme écritoire par le précédent locataire. Oberizé aplatit les feuilles déroulées et s'efforça de les déchiffrer dans une certaine mesure. L'écriture était considérablement pâlie, déjà illisiblement en maintes endroits, et nombre de pages, sous l'effet de l'humidité, s'étaient collées de manière à former une espèce de carton moisi, si bien qu'il restait peu d'espoir avant d'arriver jamais à en connaître le contenu. Il manquait le commencement et la fin, et le reste, ainsi que le révélaient de nombreuses phrases raturées, semblait être une sorte de projet de quelque travail d'écrivain, peut-être un journal. On ne pouvait trouver nulle part qui en avait pu être l'auteur, non plus à la date ou le millésime qui aurait pu donner une idée de l'ancienneté du manuscrit. Découragé, Oberizé se disposait à mettre le rouleau de côté et à se recoucher pour rattraper les heures de sommeil perdues lorsque, feuilletant une dernière fois le manuscrit, son regard tomba sur un nom qui lui causa un tel effroi qu'il douta un instant bien l'avoir lu. Malheureusement, il avait déjà dépassé ce passage, et son impatience de le retrouver annihila son travail de recherche. Néanmoins, il aurait pu jurer que c'était son nom de Schindler le Vert qui lui avait sauté aux yeux. Il le voyait nettement devant lui lorsqu'il fermait les yeux et se représentait le passage en question. Le soleil envoyait de chauds rayons à travers les larges fenêtres sans rideaux. La chambre aux murs tendus de soie jaune était emplie d'une lumière d'or. Et cependant, malgré toute la splendeur et de cet enchantement de midi, Auberisier fut un moment pris de peur. Une peur qui avait jamais connu jusque-là plausible, et qui vient de son côté obscur de l'âme, comme une créature crépusculaire, pour se retirer bien vite sans laisser de traces, dès qu'elle est aveuglée par la lumière. Il se rendait compte que cela ne venait pas du manuscrit, ni du fait d'avoir retrouvé là encore une fois le nom de ce Schindler le Vert. C'était une subite et profonde défiance de lui-même, telle qu'il la voyait le sol se dérober sous les pas en plein jour. Il termina rapidement sa toilette et sonna. Dites-moi, Madame Holmes, demanda-t-il à la vieille femme qui faisait son ménage de célibataire, lorsqu'elle posa le déjeuner sur la table, savez-vous par hasard qui habitait ici et devant moi? La vieille femme réfléchit un moment. Si je me souviens bien, la maison appartenait, il y a très longtemps, à un monsieur d'un certain âge qui, si je me trompe pas, était très riche et avait une réputation d'être original. Ensuite, elle est restée inoccupée pendant très longtemps. Puis, elle a été achetée par un orphelinat. Et n'avez-vous aucune idée de son nom? Est-ce qu'il vit encore? Je ne puis malheureusement vous répondre, monsieur. Auberizé se mit en devoir de reprendre la lecture du rouleau. La première partie du manuscrit était autobiographique, et dépeignait les traits brefs et incisifs le destin d'un homme poursuivi par la malchance, qui avait essayé par tous les moyens imaginables de se créer une existence digne d'être vécue. Mais à chaque fois ses efforts échouaient, au dernier moment. Comment par la suite il parvient à de grandes richesses, pour ainsi dire, du jour au lendemain, il était impossible de le découvrir, car il manquait quelques pages. Auberisier dut mettre de côté quelques feuillets entièrement jaunis, et le suivant avait dû être rédigé quelques années plus tard, car l'encre était encore plus fraîche et les écritures tremblaient comme sous l'influence de l'âge.
Il releva tout particulièrement quelques phrases dont le sens lui parut présenter une certaine analogie avec ses propres sentiments, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Celui qui croit avoir reçu la vie pour la transmettre à des descendants se trompe lui-même. Ce n'est pas vrai. L'humanité n'a fait aucun progrès. Il n'y a que dans les apparences. Elle a seulement produit quelques individus isolés qui constituent véritablement un progrès. Tourner en rond, rester sur place, il faut briser le cercle. Faute de quoi nous n'aurons rien fait. Ceux qui s'imaginent que la vie commence à la naissance et se termine à la mort, évidemment ne voient pas le cercle. Comment pourraient-ils le briser? Les premiers mots qui lui sautèrent aux yeux au haut d'une page furent Schindler le Vert. Par conséquent, il ne s'était pas trompé. Dans une tension de tout son être, il parcourut gentiment les lignes suivantes. Elles ne lui apportèrent, pour ainsi dire, aucun éclaircissement. Le nom de Schindler le Vert se trouvait à la fin d'une phrase, dont le commencement manquait à la page précédente. Par conséquent, elle n'en était pas la suite. Par la moindre possibilité de suivre à la trace, ce qui permettait cependant de conclure que l'auteur du manuscrit avait lié à ce nom une certaine image, ou peut-être même avait connu personnellement un certain Schindler le Vert. Auberisier se prit la tête à deux mains. Ce qui se passait tout d'un coup dans sa vie, c'était comme si une main invisible jouait avec lui un jeu méchant. Si intéressant que parut être le manuscrit, il n'avait plus la patience de continuer à lire. Les lettres dansaient devant ses yeux. Il était las d'être la risée de coïncidences stupides. Il faut que j'en aie le cœur net. Il appela la gouvernante et lui demanda d'aller chercher une voiture. Je vais aller tout simplement au salon des farces et des attrapes et demander à parler monsieur Schindler le Vert, décida-t-il. Mais il ne se rendit pas compte immédiatement que c'était un coup d'épée dans l'eau. Car, se dit-il, le vieux juif n'y est pour rien si son nom me poursuit comme un lutin malicieux. Agité, il marchait le long en large dans sa chambre. Je me conduis comme un fou, se dit-il. Qu'est-ce que cela peut bien me faire? Au lieu de vivre tranquillement comme un bon bourgeois, poursuivit une voix perfide en lui, rejetant immédiatement la pensée amorcée. Le sort ne m'a-t-il pas donné assez de leçons? Me reprocha-t-il. Pour m'apprendre que l'existence n'est qu'un non-sens éclatant quand on la vit comme le fait l'humanité. Même si je faisais la chose la plus insensée que je puisse imaginer. Ce serait encore plus intelligent que les retomber dans la routine traditionnelle dont fait la dernière est une mort sans but. Le dégoût de la vie le reprit, et il comprit qu'il ne restait plus pour éviter le suicide inévitable qu'à se laisser balloter dans une sans opposer de résistance, jusqu'à ce que le destin lui montrât le point d'appui ou l'appelât par ces mots. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le but de la vie, c'est la mort. Il prit le rouleau, l'apporta dans son cabinet de travail et l'enferma dans le tiroir de son secrétaire. Il était déjà tellement préparé à l'éventualité d'événements étranges qu'il s'arracha la page sur laquelle se trouvait le nom de Schindler le Vert et la mit dans son portefeuille. Ce n'était pas que superstitieux. Il craignait de la voir disparaître, mais simplement pour avoir un papier sur lui et ne pas se trouver réduit à de simples souvenirs. C'était la défense instinctive d'un homme qui veut éviter les influences décevantes de la mémoire et ne songe pas à renoncer aux perceptions de sens extérieurs. Au cas où des hasards déconcertants l'amenèrent à douter de la représentation habituelle de la vie quotidienne. La voiture est en bas, annonça la gouvernante, et ce télégramme vient d'arriver. Je te prie de venir sans faute aujourd'hui pour le thé. Nombreuses sociétés, entre autres ton ami Sisonsky, malheureusement aussi la Ruski Stina. Je te maudis, je te déshérite si tu m'abandonnes. Fiel. Aubérisier, irrité, grogna quelques mots, choses à mi-voix. Il se douta pas un instant que le comte polonais
se fut imprudemment servi de son nom pour faire la connaissance de Fiel. Puis il donna l'ordre au clocher de le conduire à Jodenbrat. Mais oui, allez donc, par le Jodenbrut, dit-il en souriant, lorsque l'homme lui demanda d'un air songeur s'il devait traverser le Jourdain, par quoi il entendait le ghetto, ou prendre les rues de traverse. Ils se trouvèrent bientôt au centre du plus étrange de tous les quartiers européens. La vie et les habitants semblaient se dérouler entièrement dans les rues. On faisait la cuisine, on se repassait, on lavait le plein en plein air. À une corde accrochée en travers de la rue pendaient les bas sales, et le cocher dut se baisser pour ne pas les entraîner avec sa tête. Les horlogers, assis devant une petite table, la loupe collée à l'œil, regardaient avec des gros yeux, comme des poissons de haute mer effarés, la voiture qui passait. On allait des enfants où on tenait au-dessus de la grille du canal. On avait porté un vieillard paralysé dans son lit devant la porte, afin qu'il puisse respirer l'air frais. À un coin de rue, un juif bouffi, garni de haut en bas de guirlandes et de poupées multicolores, comme Gulliver le nain, criait sans reprendre haleine d'une voix éparpillée. Popopio, 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 popio, pio, pi, popopio. Clairlo, clairlo, cop. Donnait une espèce d'essai en talard qui s'abonnait au commerce de fripés. Il le brandissait comme un étendard d'une jambe de pantalon, et fit signe à Auberisier de bien vouloir l'honorer de sa visite, et de se déshabiller sans se gêner. Des morceaux de chiffon malodorant barraient le passage, et on dut attendre qu'il fût enlevé pour pouvoir avancer. Des bandes de chiffonniers juifs s'étaient rassemblées et traînaient de nouveau des tas de loques. Délignant le sac habituel, ils portaient leurs paquets de chiffons sales sous le cafetan, à demi ouvert sur le corps nu, serré entre les côtes et les épaules. C'était comme un spectacle étrange de voir arriver ces balles humaines bourrées de chiffons, et de les voir ensuite repartir élancées, et sveltes avec une précipitation de rats. Enfin la rue s'élargit, Auberisier se vit briller au soleil la galerie vitrée du salon de farce et attrape. Un certain temps s'écoula, avant que s'ouvrit le guichet de cloison et que le buste de la vendeuse apparut. En quoi puis-je vous servir, monsieur demanda la jeune femme, étonnamment froide et visiblement distraite. Je voudrais parler à votre chef. Monsieur le professeur est malheureusement parti hier en voyage pour une durée indéterminée. La vendeuse se mordit les lèvres et jeta à Auberisier d'un regard étincelant le chat. Je ne veux pas dire le professeur, mademoiselle. Soyez sans crainte. J'aurais seulement voulu dire 2 mots au vieux monsieur que j'ai vu hier derrière le pupitre. Ah, celui-là, le visage de la femme s'éclaira. C'est un monsieur Pedersen, de Hambourg. Celui qui regardait dans la boîte optique, n'est-ce pas? Non, je veux dire le vieil, israélite, dans le bureau. J'ai pensé que le magasin lui appartenait. Notre magasin? Jamais, notre magasin n'a appartenu à un vieux juif, monsieur. Nous sommes une maison chrétienne. Je veux bien, mais j'aimerais bien quand même parler au vieux juif qui était là hier, devant le pupitre. Faites-moi donc ce plaisir, mademoiselle. Jésus-Marie, protesta la jeune femme. Jamais un juif n'a mis les pieds dans notre bureau, et hier non plus. Obligé ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait. Contrarié, il réfléchit à ce qu'il pouvait dire pour faire tomber la défiance. Bien, mademoiselle, laissons cela. Mais dites-moi qui est ce Schindler le Vert dont son nom est inscrit sur l'enseigne. Sur quelle enseigne? Pour l'amour du ciel, mademoiselle, dehors, au-dessus de votre magasin. La vendeuse ouvrit grand les yeux. Mais notre enseigne, il est écrit Ziter Arpan, bégaya-t-elle, tout à fait décontenancée. Aubergé signit son chapeau et se précipita au dehors pour convaincre de la chose. Dans le miroir de la fenêtre, il vit que la vendeuse se frappait le front sur une mine étonnée. Lorsqu'il lui ouvra dans la rue et se regarda son ancienne, son cœur cessait de battre. Au-dessus de ces mots,
le salon de farce et attrape. Il lut vraiment le nom de Zipper Hartmann, de Schindler le Vert, et ne vit même pas une lettre. Il était si décontenancé et si honteux qu'il laissa sa crâne dans la boutique et s'éloigna à grands pas pour se trouver au plus vite dans un autre quartier. L'esprit égaré, il erra 1 heure dans toutes les sortes de rues, parvint dans les venelles mortes et des bouts des églises apparut tout à coup. Revenant sous le soleil brûlant, il traversa des couloirs sombres et des froids où ses pas résonnaient comme dans les cloîtres. Les maisons mortes, comme si depuis des siècles aucun être humain ne les avait habitées. Ça et là, un chat angora, se chauffant au milieu des pots de fleurs sur les appuis des fenêtres de style baroque. Nulle part le moindre bruit. De grandes ormes blanches immobiles s'élevaient au-dessus du mur. De petits jardins encadrés de façades noires, aux fenêtres éclairées, bien lavées. Auberiser revient en arrière et se trouva bientôt dans une rue moyenâgeuse, comme une partie de la ville s'était arrêtée dans le temps. Les carcans solaires au début des blasons précieux dans les murs, les carreaux, les fenêtres brillants, les toits de tuiles rouges, de petites chapelles plongées dans l'ombre, les tours luisantes lui montraient de verts nuages blancs et joufflus. Un portail devant la cour d'un cloître était ouvert. Il entra et vit un banc au-dessus de la branche pendante. Tout autour de l'herbe haute, touffue, nulle part un être humain, pas un visage derrière les fenêtres, tout paraissait mort. Il s'assit pour rassembler ses pensées. Il n'éprouvait plus la moindre inquiétude. Et la première agitation qu'il avait éprouvée en songeant qu'il était bien insensé de lire un faux nom sur une enseigne de magasin était passée. Tout d'un coup, les étranges pensées qui lui venaient à l'esprit depuis un certain temps lui apparurent comme un phénomène beaucoup plus étonnant que les événements extérieurs extraordinaires. D'où vient, se demanda-t-il, que moi, relativement jeune encore, j'envisage la vie comme un vieillard? On ne pense pas ainsi à son âge. Il s'efforça de retrouver, dans sa mémoire, à quel moment cette transformation s'était produite en lui. Comme tout un jeune homme, il avait été jusqu'à 30 ans passé l'esclave de ses passions, et il avait donné libre cours à son appétit de jouissance autant que lui permettait sa santé, ses forces encore, sa fortune. Il ne se souvenait d'avoir eu, dans son enfance, une nature particulièrement réfléchie, où se trouvait alors la racine qui avait donné naissance à cette étrange plante sans fleurs qui s'appelait son moi actuel. Il avait une croissance interne, secrète. Il se rappela-t-il subitement avoir eu quelques heures auparavant. Il sortit la page de son portefeuille, chercha le passage et lut. Durant les années, il semble que tout s'arrête. Puis, soudain, d'une façon inattendue, souvent par la suite d'un événement insignifiant, l'enveloppe disparaît, et un beau jour, une branche chargée de fruits mûrs jaillit dans notre existence. Nous n'en avions jamais remarqué les fleurs, et nous ne voyions que nous étions, sans le savoir, les jardiniers d'un arbre mystérieux. Si je n'avais jamais été amené à croire une puissance quelconque, autre que la mienne propre, a le pouvoir de former cet arbre, que le malheur évitait, j'étais maître unique de mon sort, et je ne l'ai pas su. J'ai pensé que, puisque je ne pouvais le changer que par les actes, j'étais sans défense vis-à-vis de lui, que de fois il ne m'était pas venu à l'esprit de nous mettre, qu'être maître de ses pensées doit signifier être le guide tout-puissant de son destin. Mais j'ai rejeté à la fois cette idée parce que les conséquences de cette demi-tentative ne sont pas fait sentir immédiatement. J'ai sous-estimé la force magique des pensées qui suis retombée à chaque fois dans la haute héréditaire de l'humanité. Donner à l'acte l'importance d'un géant et de tenir la pensée pour une chimère. Seul celui qui apprend à déplacer la lumière peut commander son ombre, et, par là, au destin. Celui qui cherche à se réaliser par des actes est lui-même une ombre qui lutte en vain pour contrer les ombres. Mais il semble que la vie nous tourmente jusqu'à la mort,
avant que nous en saisissions enfin la clé. Que de fois n'ai-je essayé d'aider les autres, en vain leur expliquant cela. Ils m'écoutaient, approuvaient, mais cela entraîné par une oreille pour sortir par l'autre. Peut-être la vérité est-elle trop simple pour qu'on puisse la comprendre tout simplement tout de suite. Ou faut-il que l'arbre touche au ciel pour qu'on arrive à comprendre? Je crains que la différence entre un homme et un autre soit parfois la plus grande qu'entre un homme et une pierre. Découvrir avec un flair exercé ce qui fait verdir cet arbre et qui l'empêche de se dessécher. Tel est le sens de notre vie. Combien d'entre nous comprennent-ils ce que je veux dire? Vous croyez peut-être que je parle en parabole. Si je vous le disais, c'est l'ambiguïté de la langue qui nous sépare. Si j'écrivais ouvertement quelque chose au sujet de la croissance intérieure, vous l'interpréteriez par devenir plus intelligent ou devenir meilleur. Tout comme il voit dans la philosophie une théorie et non quelque chose à observer, effectivement, l'observation des commandements, même très stricts, il ne suffit pas pour activer la croissance interne, car ce n'est que forme extérieure. Souvent, la violation des commandements agit davantage à la manière d'une serre chaude. Seulement, nous observons les commandements quand nous devrions les violer, et nous les violons quand nous devrions les observer. Du fait qu'un saint ne fait que de bonnes actions, il s'imagine qu'en faisant de bonnes actions, ils deviendront des saints. C'est ainsi que se précipitent dans l'abîme, par les voies les plus fallacieuses une foi en Dieu, en se prenant pour des justes. Ils sont aveuglés par de fausses humilités, et reculent effrayés comme un enfant devant leur propre image, croyant avoir perdu la raison, lorsque vient le moment où leur visage les regarde en face. Un espoir joyeux, qui apparut de nouveau à Auberisier, parce qu'il avait dormi si longtemps, en lui, s'était éveillé soudain, et rafraîchissait bien ce qu'il ne sut pas de quoi il devait se réjouir, ni de quoi il devait espérer. Il eut tout d'un coup un sentiment d'être un enfant, dont la fortune, et non plus la risée des hasards méchants tels que l'histoire étrange avec ce nom de Schindler le Vert. Il faut que je sois heureux, chantait quelque chose en lui. Que cette forêt inconnue d'une pensée nouvelle, d'un noble gibier soit sortie, qu'il ait brisé la barrière des banalités quotidiennes pour venir brouter dans mon jardin. Il aurait préféré que beaucoup se rendent en toute hâte chez lui et lui dire son rouleau, d'où devenaient se trouver les renseignements détaillés sur l'art magique de se rendre maître de ses pensées. Mais il devait être bientôt 4 heures, et Fiel l'attendait. Un bonhomme dans l'air, tout près de son oreille, le fit se retourner. Il se leva étonné, et vit non loin de son banc un homme vêtu de gris, un masque d'escrimeur sur le visage, et une longue perche à la main. Quelques mètres au-dessus de lui planait une grosse grappe qui se balançait lentement à la branche d'un arbre. Tout d'un coup, l'homme passa son bâton sur cette grappe, parut l'avoir touchée et emprisonnée dans un filet. Grimpa satisfait à l'échelle appuyée contre le mur, le bâton sur l'épaule et le sac monstrueux sur le dos, et apparut sur la plateforme du toit. C'est l'apiculteur du couvent, expliqua la vieille femme, qui sortait de derrière le puits lorsqu'elle le vit le visage étonné d'Auberisier. L'essaim s'est échappé et il a dû capturer de nouveau la reine. Auberisier sortit, arriva sur une vaste place et prit un taxi, se fit conduire à Hilversum chez son ami Thiel. La route large et rectiligne était animée par de nombreux cyclistes. Ils roulaient rapidement à travers une mer de têtes et les pédales étincelant. Mais durant toute la course, il ne fit attention à rien. Le paysage défilait devant ses yeux. Il avait toujours devant lui l'image qu'il venait de le voir. L'homme avec un masque et les seins d'abeilles qui se pressaient autour de leur reine, comme si elle ne pouvait vivre sans elle. L'homme qui avait capturé la reine, et avec elle l'essaim entier lui apparut comme un symbole. Mon corps est-il une autre chose qu'une légion de cellules vivantes qui, selon atavisme de millions d'années, tournent autour d'un noyau caché?
Il sentit un rapport mystérieux entre ce qu'il avait vu et les lois de la nature impérieuse et extérieure. Il comprit quelle serait la splendeur de ce monde ressuscité pour lui s'il réussissait à observer dans une nouvelle lumière des choses auxquelles la vie ordinaire avait enlevé leur langage.